Bienvenue à tous pour ce premier numéro de Tous en selle, votre nouveau podcast vélo, au programme de l'analyse et des focus sur les courses et les cyclistes. Et je suis rejoint évidemment par mon compère et ancien cycliste qui a failli passer pro, mais tu connais les croisés, Tony Carandante. Exactement, Jessie. Salut, Jessie. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Bah ça va au top. Alors c'est vrai, on arrive un peu tard, Tony, la saison est finie ou presque finie, mais en attendant le retour des grandes courses et des grands coureurs, on va débriefer ensemble cette fin de saison. Et moi je te propose, Tony, on rentre dans le vif du sujet. Ces dernières semaines, on ne pouvait pas passer à côté de lui évidemment, Tadej Pogacar. Exactement, Jessie, exactement. Que dire, championnat du monde, les courses de prépa au Lombardia et le Tour de Lombardie lui-même. Quelques faits, Tony, je te propose avant d'attaquer un peu notre émission sur Tadej Pogacar. Évidemment, on vous invite à aller voir le documentaire qu'on a pu faire sur lui, auquel il a participé. Et il avait annoncé à notre micro les courses qu'il visait. Il n'a pas tenu son programme à la lettre. Par exemple, il n'a pas participé au JO alors qu'il les visait, ce qui a évidemment fait le bonheur de Remco Evenepoel. Les deux seules courses qu'il n'a pas remportées cette saison sont le Grand Prix cycliste de Québec et Milan-San Remo. En cette fin de saison, c'était clairement l'homme immanquable. On parlait des championnats du monde en Suisse, Tony. Il a réalisé une échappée de 100 bornes pour s'offrir un titre. C'était n'importe quoi. Puis même tout à l'heure, tu disais qu'au Grand Prix de Québec et à Milan, il n'avait pas gagné, mais à Milan, il fait 2 ou 3, et au Grand Prix de Québec, il fait 8. Enfin, je veux dire, le mec, il n'est pas non plus à côté de la plaque. Exactement, et on sait qu'il est bon, maintenant impressionnant depuis quelques années, hein, Oui. c'est pas une découverte du tout Tadej Pogacar. Mais toi, Tony, sur ces dernières courses, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué avec Pogacar? Ouais, ben moi, c'est de suite, c'est son punch. Voilà, on arrive à la fin de la saison, il a toujours autant de punch, de panache qu'en début de saison, c'était assez impressionnant. Quand il a commencé à faire ses attaques assez tardives, comme sur Strade Bianche, on s'est dit, bon, ok, c'est du Poggi tout craché, mais est-ce que sur tout le long d'une saison, ça va tenir? Bah, faut croire que oui, parce que bah, à Zurich, voilà, le monsieur, le bonhomme, il part tout seul à 100 bornes, il regrimpe sur l'échappée pour ensuite repartir seul. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment ce qui m'a, en tout cas, le plus, je dirais même choqué, honnêtement, d'avoir une telle longévité toute la saison. C'est assez chaud, quoi. Même dans le Giro dell'Emilia, il part aussi, je crois, à Oui, oui, oui. 37 bornes de l'arrivée. Des coups de loin. Toi, ça t'a un peu rappelé quelqu'un d'ailleurs, ces attaques de loin. Ouais, complètement. Ben moi, ça me faisait penser à la giclette que un certain Julien Lafilippe avait à son prime. Voilà, n'ayons pas peur de dire les choses. En 2019, notamment quand il sort dans la bosse avec Thibaut Pinot et que tous les deux ils arrivent pour la troisième place derrière Daryl Impey. Voilà, ça c'est les moments qu'on aime voir. Et c'est surtout à ça que Poggi me fait penser quand il fait ses escapades solo, quoi. Et puis même, je pense qu'on peut ajouter à ça le rythme qu'il impose. Moi, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, c'est que c'est un grimpeur et il met un rythme de montagne sur des moments qui vont être pour les punchers ou des personnes comme par exemple Van Der Poel, Van Aert peuvent suivre. Mais le rythme qu'il impose est un rythme de col de Tour de France et derrière, ça flanche complètement. Je pense que le seul capable de le suivre actuellement sur un rythme comme ça, c'est Jonas Vingegaard. Ouais, ouais, ouais. Puis, je te coupe 2 secondes, mais on l'a vu, même sur ce dernier Tour de France, il y a aussi l'équipe qui va avec Pogacar, quoi. Très souvent, il y avait toujours un ou deux équipiers avec lui, lorsque Vingegaard n'en avait plus. Et ça, c'est un facteur à prendre en compte, forcément, dans la victoire d'un grand tour. Mais durant cette année, c'est particulièrement renforcé. Il y avait déjà Joao Almeida qui était là la saison Exactement. passée, comme Juan Ayuso. Et il y a eu évidemment aussi d'autres personnes qui ont pu venir. Marc Hirschi qui a fait une excellente saison. Toutes ces personnes-là, Adam Yates évidemment aussi, Forcément. qui ont été des lieutenants monstrueux, qui pourraient eux-mêmes viser pourquoi pas des victoires au grand tour et qui ont contribué à ce succès. On parlait aussi du rythme. Moi, je pense à Oui. Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui fait par exemple des performances incroyables, mais complètement éclipsées, comme au dernier Tour de Lombardie par un Tadej Pogacar qui surclasse encore tout le monde. Ah, mais voilà. Et Evenepoel, il finit avec 2 minutes d'avance sur tout le monde et pourtant c'est Pogacar qui gagne. C'est ça, on l'a vu de toute façon, quand Pogacar est parti sur Lombardie, c'était, Guillaume Tigressa l'a dit en live, il a dit c'était une moto. C'était une moto, il arrivait à 6-7 km/h de plus que quelqu'un, donc il faut savoir que 6-7 km/h de plus dans une attaque, dans une bosse, c'est énorme. C'est énorme, donc voilà. Ça, c'est le côté ancien cycliste qui parle, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce côté un peu vécu. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, Remco, il s'est pas cramé, il a pas voulu faire le foufou, parce que suivre un Pogacar, certains en ont fait les frais, quoi. Et puis même des stats complètement folles. Cette saison, Tony, il a levé 25 fois les bras à C'est l'arrivée énorme, d'une course. c'est énorme.
Et c'est plus que toute l'équipe Visma Lease the Bike dans les courses World Tour. Voilà. C'est Bah, plus qu'une t'as tout équipe dit. entière et ce sont ses principaux rivaux. C'est ça. Bah, tout à l'heure, j'ai fait mes devoirs, Jesse. Je suis allé sur Pro Cycling Stats et il n'y a qu'à Évidemment. voir le nombre de points UCI qu'il a, quoi. Il a presque le double. Enfin, il a 11 600 points UCI, alors que le second, c'est Remco. Il y en a 6 000 et quelques, tu vois. Donc, je pense que rien que ça témoigne de la supériorité écrasante de Poggi cette saison. Et puis, ce qui est aussi fort, je trouve, dans cette fin de saison et qui le rend encore plus impressionnant, c'est qu'il continue à courir jusqu'au bout de. C'est Steve Chenel qui disait ça d'ailleurs dans notre vidéo, c'est que de de janvier à décembre plutôt, il est monstrueux, il est là tout le temps, il prend tout le temps le vélo, toujours avec cette même envie, ce même panache. C'est quand même quelque chose de remarquable, je trouve, chez un coureur. Et ça devient écœurant limite sur la fin de saison pour des coureurs qui n'en peuvent plus. Lui, il est là, du matin au soir, il donne tout. Et je pense que ça contribue aussi sur ce côté force en fin de saison, c'est qu'il est monstrueux, quoi. Il ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Et comme tu as dit, ça peut être écœurant à force. Enfin, le Grand Prix de Montréal illustre parfaitement. Quand il part, on voit que le groupe de derrière, avec Alaphilippe, Peo Bilbao notamment, ils sont résiliés d'entrée. Ils se disent très bien, c'est bon, on va plus le revoir. Donc forcément, ça fausse les jambes, ça fausse le moral. Et puis d'ailleurs, tu parlais de Julien Alaphilippe, Ouais. de son punch de l'époque. Même Julien Alaphilippe, je crois que c'était dans les courses de préparation au Tour de Lombardie, il a dit quand Pogacar part, c'est impossible de suivre cet homme, tout simplement, bien c'est sûr, oui. impossible. Le mec va à une vitesse complètement dingue. Et même un Julien Alaphilippe qui, comme tu l'as dit, a eu autrefois un punch énorme et qui, même Ouais. actuellement, n'est pas en reste, n'arrive pas à le suivre. Même un Mathieu Van Der Poel n'arrive pas à le suivre, qui sont des personnes avec un punch énorme. C'est ça, ben, comme tu l'as dit, voilà, c'est un mec, il arrive à mettre des watts directement, il arrive à mettre du punch tout de suite, et c'est quelque chose qui paye. Voilà. Après, attention, il a quoi? Il a 26 ans, ça fait depuis 5-6 ans qu'il écrase pas mal. À voir sur le long terme, long terme, combien de temps il lui reste à tenir, parce que assurer un rythme comme ça de performance chaque année, bon, je sais pas trop s'il va réussir sur la longue. Enfin, c'est un débat ouvert en tout cas. Et justement, Tony, en parlant de débat, il y a une question qu'on va se poser sûrement à chaque fin d'émission. Ouais. Bon, cette question, elle peut être un peu particulière parce qu'on n'a pas arrêté de glorifier Tadej Pogacar durant ce podcast. On n'a pas eu le choix, honnêtement. Mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'on calme nos ardeurs. C'est clairement l'homme de cette fin de saison, hein. Victoire évidemment en championnat du monde. Il gagne peut-être pas à Québec, mais à Montréal, il gagne. C'est ça. Il gagne les championnats du monde, le Giro dell'Emilia et évidemment le Tour de Lombardie. Carrément, Primož Roglic a arrêté sa saison à cause de ça. Exactement, puis même le Tour de Lombardie, ça fait quand même 4 fois d'affilée qu'il gagne cette course depuis 2020 et il n'a jamais perdu cette course. Tout simplement. Et s'il le gagne l'année prochaine, il égalera Fausto Coppi, qui est l'homme le plus titré. Et ça, c'est sur cette course. Sur cette course, et ça, c'est dingue. C'est complètement Exactement. dingue. Et donc justement, la question est la suivante. Tony, est-ce qu'on peut affirmer que Tadej Pogacar est le meilleur coureur de cette année 2024 ou est-ce que tu vois un autre candidat pour prétendre à ce titre? On est désormais en plus à 2 mois des Vélos d'Or remis par l'équipe. Ouais, non, ben, je vais être un peu plus cash. Est-ce qu'on peut affirmer que Tadej Pogacar est le meilleur coureur du monde? Merckx nous l'a dit en partie dans une interview il y a quelques mois. Il a dit je vois pas qui peut être meilleur que lui et qui peut être meilleur que lui sur la durée. C'est-à-dire qu'il se remettait lui-même en question. Il est au courant que c'est un coureur énorme, Eddy Merckx. Et pour moi, je pense que c'est si je dois en dire deux, ouais, l'un des deux coureurs qui a le plus marché, quoi. Ben, je suis un peu d'accord avec toi. Après, je sais que forcément, certains n'apprécient pas forcément Pogacar pour telle ou telle raison. On parle beaucoup de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, c'est quand même une saison où il remporte 2 monuments. Est-ce qu'on peut le considérer lui aussi dans la course ou pas forcément? Au Vélo d'Or? Au Vélo d'Or, et même pour Oui, ceux qui n'aiment pas forcément ces récompenses-là, le titre tout simplement de meilleur coureur de cette année. Non, bah écoute, Van Der Poel, il a fait une saison, je trouve, un peu plus en tant qu'équipier. Voilà, sur le tour, il a été aligné pour servir Jasper Philipsen sur les sprints, ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est vrai qu'en début de saison, il était présent. Après, de là, à le voir titiller Tadej Pogacar dans les classements, bon, je pense pas, mais il n'a plus rien à prouver, Van Der Poel. Et on parlait aussi de son autre rival, Jonas Vingegaard, qui a été en 2023, je pense, sa bête noire absolue. Cette année, les chutes ont complètement détruit sa saison. Et pas qu'à lui, hein, pas qu'à lui. Évidemment, Primož Roglic est tombé aussi, Remco était tombé aux mêmes périodes que lui, C'est ça. sur la même course d'ailleurs.
Jonas Vingegaard, on ne peut pas le compter dans la course. Et justement, ça vient avec une question qu'on peut se poser, mais si Pogacar est intouchable, est-ce que tu penses, toi, Tony, qu'en 2025, ça sera toujours le cas? Est-ce que tu penses qu'il peut garder ce statut 2 saisons de suite? Bah, j'ai envie de te dire, Jesse, c'est ce qu'il a fait plus ou moins. Voilà. Alors, à part le Tour de France qu'il n'a pas gagné l'année dernière, Pogacar, c'est une grosse saison. C'est peut-être l'une des plus belles saisons qu'il ait faites, tu vois. Donc, avant 2024, Pogacar n'était pas non plus démoralisé, voilà. Mais en 2025, bon, après la saison qu'il a faite, juste parfaite quasiment, je crois qu'il a gagné comme 30% des courses auxquelles il a participé. C'est juste énorme niveau stats. Voilà. En 2025, ça va être différent. Ça va être différent. Pogacar sera préparé autrement. Il a dit qu'il allait un peu remanier son planning de course. Je ne sais pas vraiment, c'est un peu tôt pour le dire. On vient juste de terminer la saison. Mais en tout cas, s'il continue sur les mêmes bases que ce qu'il nous a fait voir en début de saison cette année, oui, voilà. Partir, de toute façon, pour sa première course, partir à 80 bornes sur Strade Bianche, bon, Ouais, faut en vouloir, quoi. Voilà. c'est Tadej Pogacar, c'est son esprit. Après, là, il y a un tas de questions qui se posent autour de cet homme qui est clairement devenu le phénomène du cyclisme. C'est quelqu'un qui a l'intention d'inscrire son nom avec les plus grands de ce sport. Est-ce que tu penses aussi que Jonas Vingegaard, par orgueil, pourrait participer à des classiques, à des monuments? Non. On est d'accord que, C'est ouais. un non catégorique. Pourquoi? Parce que c'est un mec, il a jamais fait ça de sa vie. Mm. Il a jamais, voilà, il a jamais disputé de courses comme ça en ayant l'intention de performer. C'est pas un mec déjà qui a le gabarit pour. Alors vous me direz Pogacar, non plus. Pogacar, il a eu le toupet de s'aligner sur des courses comme ça et faut croire que ça lui réussit. Mais Vingegaard, je le vois absolument pas s'aligner dessus. Enfin, je veux dire, la Visma, ils ont tellement de coureurs qui peuvent être plus performants que Vingegaard dans ce genre de courses, dans les classiques, notamment dans les Flandres ou quoi, que je vois pas l'intérêt pour lui d'aller sur ces courses. Et il a bien compris parce que chaque année, son planning est au millimètre. On le voit jamais avant le Tour de France. Tant Enfin, de je veux jours dire, de voilà. course précis. Exactement. Pogacar, c'est l'exact opposé. Et c'est ce qui fait finalement du bien au vélo, je pense. Eh bien, Tony, je pense que c'est la fin de Bah ce écoute, premier numéro c'était de un Tous en selle. plaisir. Bah, c'est plaisir partagé. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro qui sera dédié sûrement à un coureur et peut-être une course. On va voir un peu quoi faire pour le prochain numéro, mais sûrement dans le même ton que celui-là. Toujours avec des petits faits, des petites analyses sur la personne en question, sur une partie de Exactement. course, et puis une question de fin. Merci en tout cas d'avoir regardé ce premier épisode, de l'avoir écouté, et rendez-vous dans 2 semaines. Yes, restez connectés.